Bonsoir à toutes et à tous. Merci de regarder Espace TV et bienvenue dans votre émission Club de l'Actu. L'émission vous parvient tous les dimanches de 18h30 à 20h pour vous permettre de mieux comprendre les faits marquants de la semaine. Et pour cette semaine, ce week-end, je vais dire, la Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce dimanche 25 avril 2021 la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème de cette année, zéro palu, tirer un trait sur le paludisme. Cette célébration est marquée par l'organisation d'une campagne d'information et de sensibilisation en faveur de la lutte contre le paludisme. Dénommée Semaine du paludisme, cette campagne a commencé depuis le 22 avril et devra s'étendre jusqu'au 27. Elle se passera, cette campagne bien sûr, à Conakry et à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est déjà fait dans le cadre de la lutte contre la maladie qui, selon les estimations de l'OMS, fait chaque année plus de 200 millions de nouveaux cas, alors que la maladie est bien évitable et traitable. Pour en parler, nous recevons dans ce numéro spécial de ce dimanche dans Club de l'Actu 3 invités. Il s'agit d'abord de Dr Doussouba Oulare Dopavogui, chef de projet Palu Plan International Guinée. Dr Dopavogui, bonsoir. Bonsoir, M. Camara. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je reviendrai pour ma deuxième question tout à l'heure. Et docteur Amadou Khalifa Diallo, vous êtes chef projet Palu à Child Fund Guinée. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, monsieur Camara. Merci d'avoir accepté. Préciser que c'est Mamadou Khalifa Diallo. Ah, Mamadou Khalifa Diallo. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Luc Innocent Touré. Bonsoir. Bonsoir, M. Camara. Vous êtes coordinateur de l'ONG Comité Jeunes Mon Avenir d'abord. Oui, bien sûr. Alors, avant de continuer avec les autres questions qui seront au menu, pourquoi Madame Oulare Dopavogui? Madame Oulare Dopavogui, je suis Doussouba Oulare Dopavogui, mais je suis épouse Dopavogui. D'accord, je l'ai eu. Alors, je vais rester avec vous, madame, pour savoir, vous êtes chef projet Palu, Plan International Guinée. Faites-nous une petite présentation de votre structure. Ok, comme vous voyez, Plan International Guinée est une organisation qui réside en Guinée depuis des années, mais dont la vocation est d'aider les communautés à la base. C'est-à-dire nous avons un ancrage communautaire très solide et qui nous permet aujourd'hui d'avoir certains résultats dans plusieurs domaines. Mais notamment nous intervenons dans l'éducation, la santé et tant d'autres. D'accord. L'éducation, la santé et tant d'autres, on va le savoir tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, c'est la santé qui nous intéresse le plus. Monsieur Docteur Mamadou Khalifa Diallo, vous êtes chef projet Palu Child Fund Guinée. C'est quoi d'abord Child Fund Guinée et ensuite en quoi le projet Palu vous est-il collé? Merci, monsieur Camara. Child Fund Guinée, c'est une institution internationale qui évolue dans plus de 56 pays dans le monde et qui a pour vocation d'aider les enfants démunis, misérables, exclus, à devenir des jeunes, des leaders, pouvant aller amener un changement dans leur propre communauté. Alors, pourquoi le lien Palu Child Fund? C'est un grand programme, qui intervient sur plusieurs volets, dans plusieurs domaines, notamment la santé, à travers le Palu, le projet Palu, le projet tuberculose et VIH et tant d'autres projets spécifiques dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre Covid, dans la lutte contre Ebola. Domaine éducation, Child Fund intervient également dans ce domaine à plusieurs niveaux, préscolaire, scolaire, et également dans le parrainage. Child Fund intervient dans ces domaines et tant d'autres domaines spécifiques dans le développement communautaire. Parrainage.
Ça sous-entend quoi concrètement? Le parrainage ici, c'est un domaine spécifique qui vise à protéger, à identifier dans les communautés des enfants qui sont excessivement dans le besoin, sont démunis, qui sont déshérités et qui, selon les donateurs, il y a des donateurs qui sont volontaires à soutenir ces enfants, à les encadrer pendant un moment, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Donc c'est dans ce domaine qu'IPhone fait cette intervention entre les donateurs, les enfants, et voilà, il régularise ce système. Monsieur Luc Innocent Touré, vous êtes coordinateur de l'ONG Comité Jeunes, Mon Avenir d'abord. Pourquoi Mon Avenir d'abord? Merci. D'abord, je voulais faire une précision. Je suis coordinateur des programmes de CEGIMAD et en même temps coordinateur du projet PALU qui est en partenariat avec le projet Stop PALU Plus. Donc, Comité Jeunes Mon Avenir d'abord. Et je veux dire que c'est une ancienne ONG nationale qui est née depuis 1998 et qui déjà mène beaucoup d'autres activités dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des jeunes et aussi dans la lutte contre la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, qui particulièrement on appelle la santé de la reproduction et familiale. Donc CEGIMAD, depuis sa création, a été agréé en 2003 et a mené beaucoup d'autres activités sur le terrain dans le cadre de l'appui des jeunes. Donc ce comité est né après la mise en œuvre d'un projet qu'on appelait projet Rêve, qui était un projet de Oxfam qui était appuyé par PSI. Donc les anciens de ce projet, après la mise en œuvre de ce projet, quand le projet a formé, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils continuent les œuvres de ce projet. Donc ils se sont dit pourquoi ne pas se mettre ensemble et créer une structure pour ne pas que les acquis de ce projet restent comme ça dans les oubliettes. Donc c'est comme ça est né Comité Jeunes Mon Avenir d'abord, parce que le projet portait le nom Comité Jeunes Mon Avenir, projet Jeunes Mon Avenir. Donc nous avons ajouté comité et comme ça le nom est venu. Tendance à quitter l'étape projet pour devenir un comité aujourd'hui. Alors, plan international Guinée, on sait, pour nous qui avons grandi par exemple du côté de Massanta, Guékédou et autres, on a vu plan Guinée là très jeune et qui était très impliqué, comme vous l'avez dit d'ailleurs, dans le système éducatif, la santé. Alors, aujourd'hui, en quoi vous êtes bien impliqué dans la santé? Parce que quand on parle de santé, c'est quand même vague. Dans quel domaine spécifique Plan intervient dans le cadre sanitaire? Est-ce que, comme il l'a dit tout à l'heure, reproduction, santé infantile, ou dans quel cadre exactement, Madame Oularedo Pavogui? Merci beaucoup, M. Camara. Je voulais aussi préciser, c'est vrai que nous intervenons dans la santé, mais il faut reconnaître aussi que Plan a une vocation pour défendre les droits des jeunes filles au sein de la communauté, c'est-à-dire nous faisons la promotion du genre, inclusion, égalité des droits humains. Maintenant, en parlant de santé, nous intervenons dans un domaine divers. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sous récipiendaire du paludisme, mais à part cela, Plan international est récipiendaire principal pour le programme TB-VIH, qui est un grand programme aussi qui évolue comme le PALU. Mais aussi, à part ce programme, il y a diverses interventions dans le cadre de la santé, comme pour les urgences telles que Ebola, Covid et aussi, pourquoi pas, la santé maternelle et infantile. Donc, nous intervenons presque dans des programmes essentiels qui vont à l'endroit de la communauté pour leur épanouissement. D'accord. Alors, puisque nous parlons essentiellement ce soir du paludisme qui, je le disais tout à l'heure, avec des estimations aujourd'hui qu'on aurait jusqu'à 200 millions de cas chaque année dans le monde entier. Et l'OMS a fait
je vais dire, une situation cette semaine avant, en prélude, je vais dire, de la journée internationale. Notre reporter Ali Badara Kamara va nous proposer ce reportage. On va suivre ensemble et au retour, on va continuer avec la thématique. Comment lutter efficacement et durablement contre le paludisme en pleine pandémie mondiale? La question est au centre des préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé depuis l'apparition de la COVID-19. Une pandémie qui a davantage rendu difficile la riposte au paludisme dans le monde entier. Depuis le début de la pandémie, l'OMS a exhorté les pays à maintenir les services de santé essentiels, y compris pour le paludisme, tout en veillant à ce que les communautés et les agents de santé soient protégés contre la transmission de la COVID-19. Cette année, 384 000 décès ont été enregistrés dans la jeune Afrique dus au paludisme. 2 femmes enceintes sur 3 n'ont pas reçu les 3 doses ou plus de traitement préventif intermittent. Sans cette protection, en tout, 11,6 millions de cas de paludisme ont été notifiés chez les femmes enceintes et l'on a recensé 822 000 nourrissons ayant un faible poids à la naissance dû au paludisme dans 33 pays de la région. Des chiffres qui pourraient bien s'expliquer par une forte réduction de l'accès aux moustiquaires et aux antipaludins dans les pays touchés. En 2019, un ménage à risque sur 3 ne disposait pas d'une moustiquaire imprégnée d'insecticides et 48% des enfants de moins de 5 ans ne dormaient pas sur une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Pour atteindre l'objectif zéro palud d'ici 2030, l'Organisation mondiale de la santé sollicite. Des mesures d'urgence doivent donc être prises pour mettre fin au fléau que représente cette maladie et pour se rapprocher des objectifs mondiaux de réduction de 90% du nombre des cas de décès dus au paludisme d'ici à 2030. Selon l'OMS, la région Afrique cumule 94% des 229 millions de cas et des 4 900 décès imputables au paludisme. Voilà, c'était là le point que faisait professeur Kizerbo sur la situation globale aujourd'hui du paludisme, aussi bien en Guinée, mais aussi dans la région Afrique. Comme je le disais, plus de 200 millions aujourd'hui de cas sont détectés chaque année en Guinée. Alors vous, de Child Fund Guinée, ma première question va être d'abord, vous êtes également dans le cadre de la lutte contre le paludisme, mais quels sont aujourd'hui vos champs d'action? Dans quel domaine ou dans quelle localité Child Fund intervient en République de Guinée dans le cadre de la lutte contre le paludisme? Bien, avec la subvention actuelle du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, Child Fund intervient dans la région de Mamou, avec ses 3 districts sanitaires, notamment Mamou, Dalaba et Pita, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le paludisme dans ces localités, à travers des actions, bien sûr, à travers des activités de prévention, à travers des activités de prise en charge et à travers des activités de renforcement de partenariats et de capacité. Pourquoi le choix de cette zone? Le choix de cette zone n'est pas fortuite, c'est selon les critères d'attribution des zones par ONG internationale ou nationale pour la gestion de la subvention du Fonds mondial 3e phase. Chaque ONG postulant, parce que c'était un appel d'offres, et chaque ONG postulant devait avoir un ancrage dans la zone où elle prétendait exercer. Donc c'est ainsi, Child Fund, premièrement, Mamou était sa zone favorite. Et tant d'autres zones où il a intervenu dans le passé. Mais Mamou était la zone favorite. Oui, vous également, dans quelle localité guinéenne aujourd'hui, plan international intervient dans la lutte contre le paludisme?
Comme Dr Diallo l'a bien précisé, Plan International Guinée intervient dans le cadre du NFM3, c'est-à-dire la nouvelle phase de la subvention du paludisme dans la région de Farana qui couvre les préfectures de Farana, Dabola, Kissidougou et Dinguiraye. Et il faut rappeler que c'est vrai, les différentes phases, les interventions changent. Sinon, dans le passé, Plan International, dans le cadre du paludisme, est intervenu dans la région de Kankan et de Zérékoré. Mais quand les phases changent, selon les critères d'éligibilité et en fonction des atouts qu'une ONG a à intervenir dans une région, cette région lui est attribuée. Alors, oui, vous également, c'est bien le comité jeune, Mon Avenir d'abord. Vous également, vous avez bien vos localités dans lesquelles vous intervenez. Où sont ces localités et pourquoi le choix de ces localités? Merci, M. Camara. C'est JUMAD qui, comité jeune Mon Avenir d'abord, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, intervient dans 2 régions principalement. Et la région de Kindia, et précisément dans les préfectures de Koya, Doubreka et Fourkaria, et dans la zone spéciale de Conakry, et dans les communes aussi de Matoto et Ratouma. Et ce choix n'est pas fortuit, comme le disait M. Diallo, c'est que c'est compte tenu de l'ancrage que notre organisation a dans le domaine de la lutte contre le paludisme dans ces localités. Donc, pour une précision, depuis 2012, CJUMAD contribue à la lutte contre le paludisme dans ces localités. Donc, avec le projet Stop Palu Plus dans sa 2e phase, sous financement de l'USAID, le fonds PIMAI, donc nous avons été retenus pour en tout cas mettre en œuvre, faire le suivi des activités dans ces différentes localités que je viens de citer. Donc c'est ce qui nous a amené. Ce mot m'intéresse parce que dans toute activité, en tout cas dans toute lutte, c'est bien la phase suivie qui paraît parfois très importante. Comment vous faites le suivi de ces cas? Merci toujours, M. Camara. Dans le suivi de nos activités, et comme l'a dit le partenaire qui est RTA International, qui met le projet Stop Palu Plus avec d'autres partenaires, mais qui sont prêts. Et il a été dit dans notre stratégie d'intervention qu'il doit y être recruté, on doit recruter des animateurs superviseurs qui sont garants de ce suivi des activités. Donc ils appuient un peu les structures de santé, c'est-à-dire les formations sanitaires selon la pyramide sanitaire de la santé en Guinée. Donc le suivi, comment ça se passe? Ces animateurs superviseurs planifient d'abord les activités, et dans la planification de ces activités, ils se basent toujours sur la planification des relais communautaires qui sont en bas de la pyramide sanitaire. Donc ces relais communautaires, après leur planification, c'est en fonction des relais communautaires, qui sont-ils réellement? Ces relais communautaires sont les représentants de la communauté. Ce sont eux qui représentent la communauté dans l'exécution des activités sur le terrain, qu'on appelle communément les RECO. Donc, oui, Monsieur Diallo, vous comprendrez que je ne suis pas avec le docteur. D'accord. Vous également, vous êtes bien sur le terrain, mais il y a ce terme qui intervient, dont on appelle traitement préventif, mais les femmes enceintes, on a écouté Kizerbo tout à l'heure, le professeur Kizerbo, les femmes enceintes, on a l'impression qu'elles sont celles qui sont le plus touchées par le paludisme. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Merci, M. Camara. Je peut-être, à travers cette intervention de Dr Kizerbo, je voudrais préciser que les femmes enceintes sont peut-être parmi les personnes vulnérables du paludisme. Elles ne sont pas les plus, mais c'est parmi les personnes les plus vulnérables. Et donc le traitement préventif intermittent, c'est un traitement qui
qui est destiné à ces femmes enceintes pour les préserver du paludisme durant leur grossesse et ainsi qu'à leur enfant. Donc, mais nous avons vu les statistiques tout à l'heure. C'est vrai que les femmes n'arrivent pas à supporter ou à suivre ce traitement correctement durant leur grossesse. Et donc, c'est tout un problème dans nos communautés, c'est tout un problème. Vous avez vu les statistiques, c'est que les statistiques montent. Donc, nous, on intervient pour améliorer ce domaine-là, pour que les femmes puissent aller régulièrement à l'hôpital, prendre ce traitement préventif dont il s'agit pour être préservées contre le paludisme et sauver leurs enfants aussi. Oui, et dans votre zone, docteur Oulare de Pavogui, dans votre zone, comment vous faites effectivement, parce que vous êtes aussi certainement confronté au même problème de est-ce qu'il y a une réticence ou une négligence des femmes en grossesse, mais comment vous faites dans votre zone pour les inciter à suivre vraiment leur période de consultation et de traitement? Ok. Peut-être je tiens d'abord à rappeler que nous, ONG, sous-récipiendaires du projet paludisme, le rôle principal, sans écarter la prise en charge, mais le rôle principal, c'est la prévention. Et c'est à travers cette prévention, d'une manière ou d'une autre, que nous pouvons soutenir la lutte contre le paludisme dans les localités où nous intervenons. Pour que ces femmes puissent adhérer vraiment à ces traitements et qu'on puisse vraiment baisser le taux de paludisme dans ces localités, le monsieur l'a dit tout à l'heure, il a parlé des RECO. Nous passons par des différents canaux de communication, de sensibilisation au sein des communautés à travers les acteurs communautaires, comme il disait, les représentants de la communauté, les relais communautaires, les ASC, les agents de santé communautaires, pour pouvoir expliquer à ces dames combien de fois c'est important qu'ils puissent aller faire leur prise en charge, qu'ils puissent aller vers les centres de santé pour bénéficier de ces traitements qui sont au sein de ces structures sanitaires. Donc, en gros, nous passons par la sensibilisation de la communauté, mais notamment de ces femmes qui font partie des couches vulnérables pour la lutte contre le paludisme, afin vraiment qu'elles puissent adhérer aux différents traitements. Oui, docteur, alors, prenons les femmes enceintes, c'est le cas de vulnérabilité qui intéresse là, les femmes enceintes, à quoi peut-elle s'exposer en ne suivant pas vraiment régulièrement ces consultations? Ces femmes enceintes sont d'autant vulnérables que lorsque elles arrivent à contracter le paludisme, les conséquences sont énormes. En ce sens que, d'abord, selon l'âge de la grossesse, cette grossesse elle peut perdre cette grossesse. Ça soit, en tout cas, soit elle avorte, soit elle fait un accouchement prématuré, et qu'elle-même, que les conséquences soient énormes en elle, avec une létalité très très prolongée. Du côté de l'enfant également, l'enfant, d'abord nous avons dit, il peut s'agir d'un mort-né, il peut s'agir d'un enfant qui vient avec un faible poids de naissance, il peut aussi naître avec d'autres anomalies qui peuvent être facteurs, qui peuvent être influencés par les conséquences du paludisme. Donc, vous voyez, ça c'est... Puis bon, les conséquences sociales sont là. On ne va pas ignorer cela, puisque si une femme met au monde un enfant prématuré, les conséquences au niveau de la famille sont énormes. Et dans la société, si l'enfant a un problème physique. Merci. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours dans votre émission Club de l'Actu. L'émission vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine. Et cette semaine, puisqu'on le disait tantôt, la campagne, elle a commencé depuis le 22, elle va s'étendre jusqu'au 27. C'est bien cette campagne de sensibilisation et d'information sur le paludisme. Le paludisme, je le rappelais tantôt,
est une maladie aujourd'hui qui vit avec nous depuis plusieurs décennies, mais on n'arrive toujours pas à s'en débarrasser. Qu'est-ce qui provoquerait tout cela, ou quelle attitude, quel comportement faut-il adopter pour réduire les risques de cette maladie? Nous recevons sur ce plateau ce dimanche 3 invités. Il s'agit bien de Dr Doussouba Oularé de Pavogui et Dr Mamadou Khalifa Diallo. Et le 3e invité, c'est M. Luc Innocent Touré. Tous sont sur le terrain avec les ONG, les structures pour lutter contre cette maladie. Oui, docteur Oularé de Pavogui, cette question, je vous la pose également. Les femmes, est-ce qu'elles se rendent compte dans vos sensibilisations des risques qu'elles peuvent courir avec le paludisme, en ne suivant pas, bien sûr, la périodicité des consultations? Bien sûr, elles se rendent compte, comme j'ai bien dit, à travers cette communication, parce que la communication n'est pas simplement de venir dire à cette femme enceinte, il faut que tu partes à l'hôpital pour pouvoir te soigner. Mais elle porte spécifiquement sur les conséquences si jamais elle ne part pas à l'hôpital pour aller se prendre en charge pour le paludisme. Donc, la communication a plusieurs volets. Le volet, il faut d'abord expliquer à la femme en se prenant en charge qu'est-ce qu'elle y gagne, mais aussi il faut expliquer à cette femme à ne pas se prendre en charge qu'est-ce qu'elle n'y gagne pas et quelles sont les conséquences et pour elle et pour sa famille. D'accord. Alors, il y a un élément très important, en tout cas dans cette lutte contre le paludisme, c'est l'adhésion communautaire. L'adhésion communautaire, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Innocent Touré, c'est bien les relais communautaires. Les relais communautaires, on parle également des religieux. Quels sont vos rapports avec les religieux dans votre processus de sensibilisation, d'information? Ok, merci. Je pense, comme disait Dr Oularé, c'est que la communication est au cœur de cette lutte. Parce que au lieu qu'on parle de prise en charge, nous devons prévenir le paludisme. Et c'est cette lutte-là qui nous amène aujourd'hui ici. Donc, les religieux sont aussi une couche importante dans cette lutte. Parce que, comme nous le savons chez nous, selon les coutumes, que ce soit à l'église ou dans les mosquées, ce que le religieux dit est écouté et pris en compte par les communautés. Donc, les religieux, nos rapports sont de très bons rapports et nous passons par eux parce que dans les sermons et dans les homélies, dans les églises, les sermons dans les mosquées, ils parlent de l'importance de la lutte contre le paludisme, l'importance d'utiliser les moustiquaires, dormir sur moustiquaires. Quand un religieux dit à une femme, si tu ne dors pas sur moustiquaire, tu attrapes le palu, et que si tu attrapes le palu, tu peux mourir. Donc, déjà, c'est pris comme si c'était un verset de la Bible ou du Coran. Donc, ces religieux sont écoutés. Donc, nous passons par eux vraiment pour atteindre la cible qui est vraiment la communauté. Oui, Dr Diallo, c'est vrai que les religieux sont écoutés, mais est-ce que les religieux collaborent bien avec vous pour être écoutés? Les religieux collaborent excessivement bien. Ce que je voudrais dire par rapport à cette question que M. Touré vient d'aborder, je vais juste en résumé dire que la lutte contre le paludisme, comme vous l'avez aussi dit tout à l'heure, c'est une maladie qui sévit parmi nous depuis presque des siècles et que nous n'arrivons pas à vaincre. Tout cela, ça veut dire que longtemps, la lutte contre le paludisme a été mise au compte des professionnels de santé, le ministère de la Santé et ses démembrements. Et désormais, il s'est avéré que la lutte contre le paludisme, c'est un combat. C'est une action commune. Commune de tous. Et c'est ainsi, les réflexions sont allées vers ces différentes couches, ces différents leaders leaders communautaires, les leaders d'opinion, pour amener la communauté à un changement de comportement. Puisque un des volets aujourd'hui dans la lutte contre le paludisme, c'est le changement de comportement.
dormir sous moustiquaire, c'est un comportement à adopter. Assainir son milieu, c'est un comportement à adopter. Et voilà tous ces facteurs réunis. Les aliments même. Les aliments, les aliments, on peut dire, c'est un cas général, mais les principales actions à mener pour lutter contre le paludisme ou prévenir contre le paludisme sont connues. C'est notamment dormir principalement tous les jours, toutes les nuits et toute l'année sous moustiquaire, assainir son environnement. Et également les femmes enceintes que nous voyons, qu'elles aillent régulièrement se faire consulter pendant les CPN et prendre leur TPI, et les enfants pendant les campagnes spécifiques de la CPS. Et donc, collaboration entre les leaders religieux et nos ONG, c'est vraiment une collaboration parfaite. Ils ont été identifiés dans leur communauté à travers l'appui de nos institutions financières, notamment le Fonds mondial, Stop Palu, PMI de l'autre côté. Ces acteurs ont été identifiés par les communautés et ils ont été outillés. Ils ont été formés par rapport à la lutte contre le paludisme, les notions principales, les messages clés sur la lutte contre le paludisme. Donc ces religieux, ils véhiculent ces messages au sein des mosquées, au sein des églises, et ce qui amène la communauté à encore mieux adhérer aux stratégies de lutte contre le paludisme dans les communautés. Comme vous l'avez dit, c'est un leader religieux, quand il parle, c'est comme si c'est déjà 100% pris en compte. Docteur Doussouba, sur cette même question, est-ce que dans votre collaboration avec les chefs religieux, vous estimez d'année en année qu'il y a des résultats probants qui sont enregistrés effectivement dans la lutte contre le palud? Bien sûr, comme on le sait tous au début, il a rappelé, la lutte contre le paludisme était vraiment mise au compte de la santé seulement, sans que cela ne soit diversifié. La stratégie dont vous êtes en train de parler, peut-être que je vais juste me permettre de rappeler, à deux volets. Il y a le volet religieux, mais il y a le volet écolier aussi. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que chaque partie prenante au sein de la communauté a un rôle à jouer pour pouvoir lutter contre le paludisme. Et évidemment, je vais dire bien sûr qu'il y a des améliorations. C'est vrai que toute collaboration au début n'est pas aisée, n'est pas forcément facile, mais au fil des années, on s'est compris et à travers une bonne communication et chacun a su quel rôle il faut jouer, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, si je peux dire, vous êtes leader religieux, moi je suis intervenant de la santé. Si vous communiquez aujourd'hui pour lutter contre le paludisme dans votre mosquée, dans votre église, c'est pas parce que vous allez communiquer pour ceux qui viennent pour participer au culte, mais c'est par contre, vous allez épargner une de vos nièces de loin, une de vos tantes de loin. Donc, chacun a une responsabilité dans la lutte contre le paludisme. Et c'est ce qui fait que c'est diversifié. Alors, la question des moustiquaires, vous l'avez dit, elle est fondamentale. Il faut dormir toutes les nuits, tous les jours et toutes les années sous moustiquaire. Est-ce qu'elle est disponible, vraiment? Bon, je voudrais dire oui, les moustiquaires sont disponibles. Comme vous le savez, une fois tous les 2 ans, les moustiquaires sont distribués dans la communauté de façon universelle, enfin dans le pays de façon universelle. Et il s'agit de la campagne de distribution de masse de moustiquaires. Donc une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, pardon, une campagne est réalisée. Et au-delà de ça, les moustiquaires sont disponibles dans les centres de santé dans le cadre de la distribution de routine. Les femmes enceintes dont nous appelons à venir se faire consulter, prendre le TPI, ont droit à une moustiquaire durant leur grossesse. Et à la naissance, également, l'enfant a droit à une moustiquaire. Donc vous voyez, dans la famille, dans l'année ou dans les 3 années, le nombre de moustiquaires pouvant être disponibles dans un ménage. Donc on suppose que les moustiquaires sont disponibles. C'est l'utilisation peut-être qui pose parfois problème. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là pour amener les gens à utiliser. L'utilisation, le docteur l'a dit, peut poser problème.
vous êtes cette structure de sensibilisation, d'accompagnement, de suivi. Oui. Alors, est-ce que la moustiquaire, je vais dire, à elle-même, c'est vrai qu'elle peut prévenir le paludisme, mais est-ce que ça peut avoir d'autres effets indésirables? Comment vous faites pour les éviter? Ok, comme l'a dit Dr Diallo, c'est-à-dire la moustiquaire, il faut l'utiliser correctement et régulièrement. Comme il a dit, en plus même de tous les jours, de toute l'année, mais toutes les saisons, il faut l'utiliser. Dans l'utilisation, en remettant la moustiquaire aux bénéficiaires, que ce soit dans les centres de santé, que ce soit pendant les campagnes de masse gratuites, on explique l'utilisation. Quand le bénéficiaire reçoit la moustiquaire, il doit d'abord le mettre à l'ombre pendant 3 jours. On le dit 3 jours, c'est 72 heures. Et on dit à nos parents, parce que la majorité sont analphabètes, on les dit 3 jours. Donc si cela n'est pas respecté comme il faut, parce qu'il faut l'aérer aussi, c'est pas juste de le suspendre à l'ombre, mais il faut que ça soit bien aéré pour que les fines particules d'insecticides qui sont dessus, parce que la moustiquaire que nous appelons Milda, que nous distribuons, c'est les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Donc, il faut l'étaler et l'aérer pour que les fines particules d'insecticides puissent quitter. Maintenant, si cela n'est pas fait correctement, quand vous l'utilisez, vous pouvez avoir des effets indésirables, mais qui n'affectent pas l'utilisation correcte de la moustiquaire. Donc, il suffit juste de corriger cela et de l'utiliser correctement. Maintenant, les gens ont des perceptions par rapport à l'utilisation de la moustiquaire. Moi, je mettrais ça au compte des perceptions, parce que quelqu'un qui dit tout de suite que quand je dors sous moustiquaire, je m'étouffe, ça c'est des perceptions. Ou quand moi je ne peux pas dormir sous moustiquaire, oui, ou bien quand il fait chaud, je ne dors pas sous moustiquaire. Tu peux accrocher ta moustiquaire, tu as ton ventilo, tu as ta clim et tu dors sous moustiquaire. Mais il y a d'autres qui disent non, moi je n'ai pas besoin de moustiquaire parce que j'ai la climatisation chez moi. Je ne veux pas la moustiquaire parce que j'ai le ventilo. Non, il faut que même quand vous dormez sous climatisation, quand vous utilisez la moustiquaire, vous dormez plutôt bien. Et vous rêvez bien que si vous ne dormez pas sous moustiquaire. Donc, à travers la moustiquaire, les moustiques ne peuvent pas passer pour te piquer. Alors, oui, l'autre question qui intervient, on a dit la gratuité de tel ou de tel. L'autre gratuité dans la lutte contre le paludisme, c'est bien la prise en charge. Est-ce qu'aujourd'hui, docteur, dans votre zone ou partout où vous passez, c'est une réalité que la prise en charge, elle est gratuite? Oui, ça je peux le confirmer. Aujourd'hui, la prise en charge gratuite est une réalité au sein des communautés, mais qu'à cela ne tienne, il faut toujours renforcer la communication au sein de la communauté pour dire que quand vous partez dans un centre de santé et que vous devez vous traiter du paludisme, attention, personne ne doit vous retirer de l'argent. Cette prise en charge, elle est gratuite. Il y a des partenaires qui mettent énormément de fonds pour lutter contre le paludisme afin que ça soit gratuit. Alors, docteur, c'est vrai que chez nous, je n'aime pas trop dire chez nous en Guinée, tout est ceci, mais c'est une réalité quand même qu'on dise d'un côté que c'est gratuit, mais vous arrivez avec le problème de palu, pour vous soutirer de l'argent, on peut créer une autre maladie à côté. C'est vrai qu'il y a la gratuité du palu qui est là, mais on crée autre chose à côté pour tout de suite vous retirer l'argent. Alors, comment vous faites pour suivre l'effectivité de la gratuité de la prise en charge contre le palu? C'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a ces situations où des personnes ou des professionnels qui peuvent le faire. Je ne dirais pas tous, mais il y en a des cas isolés qui le font. Et ça rentre dans le cadre de la conscience professionnelle. Nous, à travers les comités de gestion des centres de santé qui sont mis en place, qu'on appelle COSA, ces comités sont chargés de veiller à cette gratuité au niveau des centres de santé.
Ça, on ne peut pas faire de policier derrière chaque professionnel pour regarder s'il a prescrit. Vous pouvez parfois faire des inspections inopinées. Des inspections inopinées se font, mais nous en attirons toujours, nous appelons toujours à la conscience professionnelle des professionnels. Parallèlement, si vous avez vu, nous faisons intervenir les leaders religieux. Les leaders religieux sont des personnes ou des personnes derrière lesquelles prient plusieurs fidèles. Si c'est un musulman, je prends l'exemple sur un infirmier ou un médecin musulman qui vient à la prière de vendredi et il tombe sur un leader religieux qui presse sur la gratuité des midas ou la gratuité des soins ce jour-là. Il va le dire. Et ce professionnel qui est là parmi la foule et qu'on n'a pas indiqué parce qu'on ne sait pas qui est médecin, qui n'est pas médecin, comprendra que ce qu'il est en train de faire, c'est entre lui et son Dieu. S'il a camouflé le traitement du paludisme dans un autre traitement, comme vous l'avez dit, pour pouvoir le soutirer de l'argent, c'est sa conscience professionnelle et Dieu veille sur tout ce que nous faisons. Parce que nous sommes des croyants. Alors, à tous nos professionnels de santé qui reçoivent des patients, vous le savez bien, il vous a été dit, la prise en charge contre le paludisme est gratuite. Alors, quand c'est gratuit, vraiment, faites de sorte que nous nous débarrassions enfin de cette maladie, parce qu'elle est l'une des plus vieilles maladies et qui persiste encore dans nos communautés. Ce n'est pas que les efforts ne sont pas consentis pour l'éradiquer. Il y a bien des efforts, mais il faut aussi bien que les professionnels acceptent d'accompagner dans la prise en charge, mais aussi dans la meilleure compréhension des citoyens sur ce que c'est que la gratuité de la prise en charge, en tout cas dans la lutte contre le paludisme. La disponibilité, c'est vrai que quand vous dites que c'est gratuit, il faut bien qu'il soit là des produits pour la réponse. Est-ce que ces produits existent vraiment en quantité, en qualité dans les centres de santé? Oui, ces produits existent dans les centres de santé. Mais ce qu'il faut rappeler pour ces produits, c'est comme la même chose pour les moustiquaires. Pour pouvoir disponibiliser et ces produits et les moustiquaires dans les centres de santé, il y a toute une chaîne qui est liée, qui se suit, que quand ça fonctionne, qu'on peut éviter la rupture de ces différents produits. Quand je parle de chaîne, vous comprendrez par là que le Programme national de lutte contre le paludisme est impliqué, la PCG, la pharmacie centrale, est impliquée, mais aussi au niveau des centres de santé, il a parlé des COSA qui sont impliqués, et nous autres ONG partenaires qui sont dans la région aussi, venons en appui pour veiller à ce que cette chaîne mise en place pour la disponibilité de ces produits dans les centres de santé puisse fonctionner. Donc je répondrai que bien sûr que les produits sont disponibles dans les centres de santé. Oui, dans votre zone, c'est une réalité que les produits existent vraiment, parce qu'on peut venir, on trouve Dr Silla par exemple qui n'a pas déjeuné ou qui a des problèmes à la maison. Tout de suite, il va dire ah, il faut que c'est Oui, docteur Oulare l'a dit, ces produits sont bel et bien disponibles. En tout cas, c'est le lieu aussi de remercier nos partenaires techniques et financiers, l'USAID, le Fonds mondial et les différents ONG qui sont en train, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits dans ce cadre. Avant, il y avait des ruptures. Bien sûr, on constatait, mais je peux dire ces 5 dernières années, franchement, il y a des efforts. Nous le suivons. Comme de passage, nous sommes plus dans la prévention, mais nous appuyons aussi ces structures de santé dans la planification et la collecte des données pour aussi parfaire un peu ce système-là. Donc, cette disponibilité, elle est effective et on a vraiment toute une chaîne, comme l'a dit le docteur, qui suit aussi ce travail, pour vraiment que les produits soient disponibles. Maintenant, l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que il revient aussi à nos communautés de prendre leurs responsabilités. Quand tu viens dans une structure... On va arriver à cela tout à l'heure, l'appel que chacun de vous voudra lancer à la communauté, en tout cas dans laquelle sa structure évolue.
vous l'avez dit, je l'ai rappelé d'ailleurs, Zéro Palu, tirer un trait sur le paludisme. Pour du 22 au 27, une forte campagne est ouverte à Conakry, à l'intérieur du pays. Quelles sont les actions concrètes qui sont menées pendant cette période? Et les communautés qui nous regardent, qui n'ont pas encore vu vos actions, par quoi peuvent-elles se rendre compte du suivi de la campagne? Docteur Diallo. Merci, M. Camaras. Des actions concrètes sont en train d'être mises en place ou mises en œuvre sur le terrain pour rendre la lutte contre le paludisme visible par tous, à travers cette journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée tous les 25 avril en Guinée, dans le monde et en Guinée en particulier. Et donc en Guinée, chaque 25 avril ou autour du 25 avril, comme il y a des émissions interactives qui se font, il y a les tables rondes qui sont organisées. Si ce n'était à cause du contexte Covid, vous allez vous-même être invité à des cérémonies de lancement des activités, oui. De la fête même, de la célébration de la journée mondiale, dénommée célébration de la journée mondiale. Dans le passé, elle a été célébrée avec la participation des gros cadres du pays, y compris les partenaires, les ambassadeurs, mais à cause du contexte Covid, on ne peut pas organiser aujourd'hui des rassemblements du monde, des masses. Et donc, à travers ces émissions, les communautés sont informées et les plaidoyers sont faits en faveur de la lutte contre le paludisme. Et vraiment, tout le monde est attiré pendant cette journée à penser à cette journée et aux différentes stratégies de lutte contre le paludisme. D'accord, oui, docteur, il a rappelé, Covid, palu, pour beaucoup, est difficile aujourd'hui de se pencher sur la lutte contre le palu parce que la Covid porte plus aujourd'hui et retient toutes les attentions. Comment vous travaillez aujourd'hui avec cette double crise alors que vous avez votre mission, c'est la lutte contre le palu? Évidemment, Covid est une réalité aujourd'hui au sein de nos communautés, mais il faut aussi rappeler que on ne peut pas arrêter la lutte contre le paludisme pour pouvoir s'occuper seulement de la COVID-19. Donc, nous avons trouvé des voies et moyens, une stratégie pour pouvoir mener la lutte contre le paludisme, mais dans le contexte COVID-19. Et cela sous-entend quoi? Comme vous savez, nos activités, ce sont notamment les visites à domicile, les causeries éducatives qui impliquent la communauté, qui demandent à ce que ces acteurs communautaires puissent aller dans les ménages, au niveau des regroupements pour passer les messages. Nous avons pensé d'abord à ce que ces acteurs communautaires qui font ce travail puissent savoir ce que c'est que la COVID-19 de façon préventive. Comment il faut éviter et quelles sont les mesures barrières à adopter au sein de la communauté. Et deuxièmement, nous avons passé à l'équipement de ces acteurs communautaires pour pouvoir laver les mains, pour porter des masques. Et c'est comme ça nous travaillons vraiment dans le contexte Covid et nous parvenons à faire les deux. En même temps, passer les messages pour la COVID-19, mais aussi lutter contre le paludisme. Oui, M. Touré, cette même question, et Madame l'a rappelé, c'est vrai que vous allez avec toutes les prédispositions, en tout cas, qui puissent communiquer sur quels doivent être les comportements adoptés en cette période de Covid. Mais est-ce qu'il arrive également qu'avec la présence de Covid, que vous soyez confronté à quelques obstacles dans vos informations, dans vos sensibilisations? Il faut l'avouer, tout au départ de la Covid, il y avait en tout cas quelques réticences quand nos agents ou animateurs partaient sur le terrain, mais la communauté même est arrivée à comprendre qu'il faut vivre avec Covid. Donc, et nous, en tant qu'acteurs de mise en œuvre de ce projet, nous avons renforcé la garde, nous avons renforcé les techniques de communication. Et comme vous le savez, avec les différents niveaux, nous sommes passés du changement de comportement social, du changement de communication
pour le changement de comportement social. Et maintenant, c'est-à-dire nous nous appuyons sur une personne qui à son tour doit toucher d'autres personnes à ce que ces messages puissent passer. Donc, au fil du temps, au jour d'aujourd'hui, je peux l'avouer vraiment que nous n'avons pas assez de difficultés à atteindre les communautés parce que nous menons ces visites à domicile même, nous menons des causeries éducatives, mais tout en respectant vraiment les mesures barrières contre le Covid. Alors, en 2020, je le lisais, on s'avançait vers zéro palu, mais on en a encore cette année, en 2021, on a des cas. Est-ce qu'il y a espoir qu'on aille vers ce concept zéro palu aujourd'hui, avec les efforts que vous déployez sur le terrain? Est-ce que vous avez espoir qu'on peut arriver à zéro palu et bientôt? Bien sûr, M. Camara. Je le confirme dans la mesure où les soutiens ne font pas défaut. Tant que les soutiens sont là, la lutte continue. Vous savez, éradiquer le paludisme, ce n'est pas une mince affaire. D'autres pays ont réussi à le faire. Presque chaque année ou chaque 2 ans, on entend qu'un pays a éradiqué le paludisme. Peut-être que vous entendrez dans les infos. Et pourquoi pas la Guinée? Il suffit de respecter les axes, les mesures mises en place pour pouvoir éliminer le paludisme, éliminer le moustique, éliminer les gîtes moustiquaires, éliminer tout ce qui peut occasionner la prolifération des moustiques. Et sans moustiques, forcément, il n'y aura pas de palu. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est l'apanage. Vous parlez de l'élimination du moustique. Quand je prends ma capitale Conakry, et on sait que le moustique vient quelque part. J'y crois, mais vous conviendrez avec moi que c'est un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une multisectoralité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'implication de tous les secteurs. Pour pouvoir éliminer. Une fois cela est fait, c'est sûr et certain. L'Europe en avait, les autres pays en avaient. Donc ils ont réussi à éliminer, pourquoi pas la Guinée. Il faut bien que les Silla, les Comté, les Kourouma et les Doumbouya acceptent de nettoyer les caniveaux ou les trous derrière leur maison pour éliminer le moustique. Si on ne le fait pas, on ne se débarrassera pas du moustique et du coup on ne se débarrassera pas du paludisme. Aujourd'hui, on arrive un peu vers la fin de cette émission. Et on a vu Covid, tout de suite, il y a des vaccins qui naissent, ça et là. Ebola, les vaccins naissent, ça et là. Le palu qui est plus vieux que toutes ces maladies, on peine encore à se faire une idée de vaccins. Est-ce qu'il faut penser à cela aujourd'hui avec vos partenaires? Bon, je peux dire il faut y croire. Ça pourra arriver un jour. Mais pour le moment, je pense que le plus important est que nous conjuguons nos efforts pour vraiment renforcer les actions préventives afin de diminuer cette maladie au sein de nos communautés. Il faut éliminer cette maladie au sein de nos communautés. Oui, votre appel à la communauté aujourd'hui. Moi, en tout cas, ma communauté, je l'ai dit, les Ba, les Silla, les Comté, les Kourouma et autres, ils n'ont qu'à se débarrasser de la saleté à côté. Oui, Monsieur Camara, c'est vrai, cette communauté, il faut s'adresser à cette communauté. Moi, je dirais ici à la communauté, d'abord, j'ai 3 messages à passer. Et le premier message, c'est qu'il faut que la communauté cherche que le moyen le plus sûr, le plus efficace et à 0 coût, c'est la moustiquaire. Et que nous appelons la Milda, pas n'importe quelle moustiquaire. Et Milda, c'est moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand un des membres de la famille se sent mal à l'aise et qu'il a soit la fièvre, qui ne fasse pas l'automédication, c'est de se diriger vers la structure la plus proche. Quand je dis structure la plus proche, ça peut être un poste de santé, ça peut être les centres de santé, ça peut être aussi les structures privées. Aujourd'hui, l'État a fait des efforts, ils ont même intégré quelques structures privées et ça va vraiment... crescendo, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, ils peuvent vraiment se diriger. Et quand ils arrivent,
il y a juste un traitement qui est là. C'est-à-dire, on fait d'abord une prise en charge. Et la prise en charge, vous comprendrez, c'est l'accueil. Et on fait le test de diagnostic rapide qu'on appelle TDR. Si c'est positif, vous avez tout de suite le produit gratuit qu'on vous donne. Et ça on ne paye pas. Donc, qu'ils ne se dirigent, qu'ils ne se mettent pas à faire l'automédication. À prendre paracétamol à la maison ou à mettre confort pour dire que ça va donner la chaleur et tout à l'heure. Toutes les formes. Il faut aller dans un centre de santé, dans un poste de santé, même dans une clinique. Il faut y aller. Tu auras vraiment les directives à suivre pour te prendre en charge. Oui, docteur Diallo. Ce que je vais... le message, en tout cas, vers la communauté, c'est d'accepter les stratégies mises en place pour lutter contre cette maladie. Le gouvernement ou l'État ne peut pas déployer des ressources pour nuire à la communauté. Les partenaires mettent de l'argent dans ce volet et je ne pense pas que ça soit pour rendre nuisible la vie de notre communauté, de nos communautés. Donc, il faut qu'ils acceptent que toutes les propositions que nous faisons, en tout cas les spécialistes en la matière, font en leur faveur, envers eux pour se débarrasser de cette maladie, d'y adhérer. C'est pour cela que nous avons mis tous ces canaux de communication à travers les leaders religieux, les visites à domicile, les causeries éducatives, les écoliers, pour amener vraiment les gens à accepter de changer de comportement. Parce que le principal ici, le pilier, c'est le changement de comportement. Donc, j'en appelle vraiment à nos communautés, mais aussi aux médias également, de nous aider à véhiculer les messages, ne serait-ce que pour quelques secondes de spot, de messages envers ces communautés. Même vous, vous avez déjà appris beaucoup aujourd'hui ou ailleurs. Donc, à véhiculer à chaque fois pour que les gens puissent accepter de changer et d'accepter de dormir sous moustiquaire, accepter d'assainir leur environnement, etc. Donc, merci beaucoup. Oui, docteur Doussouba Oulare Dopavogi, votre message à la communauté. Moi, mon message à la communauté, elle est un peu spécifique. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'en tant que plan international Guinée, je n'allais évidemment pas quitter ce plateau sans pouvoir rappeler cet aspect. Au début de l'émission, on a parlé uniquement des femmes enceintes qui sont vulnérables. Donc, mon message va dans ce sens. C'est surtout aux acteurs qui interviennent sur le terrain. Ils doivent faire la lutte contre le paludisme avec une prise en compte du genre. Pourquoi je parle du genre? Quand je parle du genre, je vais spécifiquement à la droite de ces femmes. Il faut que ces femmes-là soient au centre de la lutte contre le paludisme. Parce que c'est la communauté africaine, c'est la communauté guinéenne. Le plus grand poids de la famille se repose sur ces femmes. Il faut veiller à ce qu'elles soient en bonne santé. Vous ne finirez pas avec ça. Hein? Il faut veiller à ce qu'elles soient en bonne santé. Et si elles doivent être en bonne santé, pourquoi ne pas les impliquer dans ce que nous faisons pour qu'elles soient vraiment la plaque tournante de cette lutte contre le paludisme? Et donc, j'en appelle à tout le monde, à tous les acteurs qui interviennent vraiment dans la mise en œuvre des différentes activités. Que ce soit le paludisme, que ce soit dans d'autres domaines, il faut tenir vraiment compte du genre dans nos différentes interventions. Et la dernière chose est que c'est de demander vraiment à nos communautés de nous accepter ou d'accepter les différents intervenants dans leur communauté. C'est pour leur bien, c'est pour notre bien à nous tous, afin qu'on puisse éradiquer cette maladie. Merci à vous, docteur Doussouba Oulare Dopavogi. Je rappelle que vous êtes chef projet PALU, Plan International Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Docteur Mamadou Khalifa Diallo, chef projet PALU à Child Fund Guinée. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Merci à monsieur Luc Innocent Touré, coordinateur programme de l'ONG Comité Jeunes, Mon Avenir d'abord. Merci à vous également. Merci, M. Kamara. Merci à vous, téléspectateurs qui suivez Espace TV. Le message, il est clair. Lorsque nous acceptons d'éradiquer le paludisme, nous vaincrons le paludisme. Lorsque nous voulons encore continuer avec le paludisme, nous en mourrons, nous en tomberons malades. Et entre les deux choix, je crois qu'il faut lutter contre cette maladie. Il faut accepter de dormir sous les moustiquaires, quelle que soit la saison, quel que soit le jour. Si vous avez des climatiseurs, vous avez des ventilateurs, dormez sous
des moustiquaires, c'est pour votre bien-être. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain quand il sera 18h30 avec d'autres acteurs. Et demain déjà, lundi, juste après les grandes gueules, vous allez suivre la rediffusion de ce numéro. Merci de votre fidélité. Mamoudou Kondé à la réalisation, Foté Souma, Lamine Sidibé, Nalaï Sidibé, toute l'équipe Salim Fofana. Merci de votre accompagnement. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir.